Bienvenue sur notre page Lecture paisible. L'histoire que nous lirons s'intitule La croqueuse d'hommes. Zé Papara était ce qu'on appelle dans le jargon ivoirien un gros bras. Les gros bras sont à la base des jeunes gens de constitution musclée, d'où leur appellation de gros bras. Par extension, on appelle également gros bras des jeunes gens très musclés qui ont un comportement de voyous et de brigands et qui sont généralement des loupards. Il fut un temps en Côte d'Ivoire où les gros bras étaient très à la mode. On disait que certaines filles, surtout les filles métisses, se pâmaient d'admiration devant eux. Elles aimaient leur vie dangereuse de bandits, les admiraient parce qu'ils en imposaient aux autres avec leurs muscles saillants et leurs grosses poitrines. La vue de cette fosse ambulante et brutale leur procurait une certaine sécurité et aussi une grande fierté. Ces filles aimaient la compagnie de ces loupards que tout le monde craignait. Elles se battaient même pour être leurs petites amies attitrées. Ainsi, les craignait-on au même titre que leurs hommes. Certains parmi ces loupards ressemblaient aux bonhommes des pneus Michelin tellement ils semblaient gonflés et enflés. On aurait dit qu'on avait pompé leurs muscles avec de l'air. Certains parmi eux avaient un torse volumineux et une toute petite taille, ce qui les déformait complètement. Ils ressemblaient à des lions dressés sur leurs pattes. Chaque matin, Zé Papara sortait de chez lui sans faire sa toilette. Il la faisait rarement d'ailleurs et se rendait sur un terrain dégagé où il avait l'habitude de retrouver ses amis. Là, tous ceux qui se trouvaient sur place effectuaient au moins une centaine de pompes comme des militaires. Les poings contre le sol, tout leur corps tendu à l'horizontale, les gros bras soufflaient comme des bœufs pour se forger des biceps. Ils transpiraient énormément, soulevaient des poids et des haltères pour avoir des muscles aussi gros que des melons. Ils travaillaient aussi leurs abdominaux et leurs pectoraux qui finissaient par ressembler à du béton. Ils simulaient enfin des combats de rue en lançant des cris d'apache. En un mot, comme en mille, les gros bras ressemblaient à des armoires à glace après tous ces exercices quotidiens. Vous l'aurez deviné ce matin, nue était la salle de gymnastique de ces gros bras. On disait qu'ils prenaient aussi certaines substances pour développer leurs muscles, mais je ne saurais vous dire lesquelles. Zé Papara et ses amis étaient tous généralement vêtus de débardeurs qui leur collaient au corps et qui laissaient voir leurs muscles saillants. Ils faisaient parfois briller ces muscles qui faisaient leur fierté avec de l'huile alimentaire pour mieux impressionner les gens. Ils étaient grands et costauds et se déplaçaient très souvent en groupe. De plus, Zé Papara et ses amis avaient beaucoup de particularités. Ils avaient par exemple une démarche particulière. Ils marchaient en s'appuyant sur la jambe droite comme s'ils boitaient. Ils marchaient les bras écartés comme détachés de chaque côté du corps. Les gros bras avaient aussi une manière bien à eux de se saluer et de parler. Ils parlaient le nouchi, un parler ivoirien qui est un mélange de français et de langue locale et parfois même d'anglais. Pour se saluer, ils cognaient leur poitrine l'une contre l'autre, formaient le poing qu'ils accoulaient, l'un à l'autre se tapaient les jambes l'une contre l'autre et finissaient par faire un grand écart en étirant plusieurs fois le cou comme le font les poules quand elles s'apprêtent à picorer des grains. Ces loupards, pourtant en bonne santé, ne travaillaient pas. Ils passaient la plus grande partie de leur temps à jouer au ludo, aux jeux de dames, au poker et à l'awalé. Entre eux, ils avaient des règlements de compte brutaux et violents. Par exemple, pour apprendre à l'un de ses pères à lui ravir sa petite amie, un des gros bras s'était un jour muni d'un marteau et l'avait abattu sur la clavicule de celui qui lui avait pris celle qu'il aimait. L'autre s'était écroulé sous la douleur mais s'était retenu de crier. Ses camarades l'auraient traité de demoiselle qui braille au moindre coup reçu. Pour montrer qu'on faisait partie du clan, on devait aussi savoir encaisser des coups et retenir la douleur. La clavicule cassée, le gros bras avait serré les dents et s'était rendu à l'hôpital pour se faire soigner. Il se promit bien entendu de rendre l'appareil à son agresseur. Et c'était toujours ainsi dans cet univers violent qui ressemblait à celui de la mafia italienne. Les gros bras avaient aussi un autre jeu favori, celui de violer les jeunes filles de temps en temps. Ils avaient des petites amies, mais le viol faisait partie de leur univers. C'était aussi une manière de faire peur aux autres, de les soumettre. Pour marquer son adhésion au clan, chaque gros bras devrait
avoir au moins une fois violé une fille. On imposait cela surtout aux nouveaux venus. On devait montrer qu'on n'avait aucune pitié et qu'on prenait tout avec la force. De temps à autre, ils encerclaient une jeune fille qui s'était imprudemment aventurée dans l'obscurité et lui faisait sa fête, comme ils disaient. Les habitants du quartier étaient horrifiés, mais nul n'osait se plaindre à la police de peur d'être la cible de Zé Papara et sa bande. Tout au plus, cherchait-on à les éviter à tout prix. Personne ne voulait avoir affaire à eux. Les gens les voyaient tous les soirs dans les maquis en train de s'adonner à la boisson. Ils buvaient jusqu'à en perdre la raison. C'étaient des casiers de bière et de vin qu'ils vidaient chaque soir en riant aux éclats et en se donnant des tapes musclées et viriles dans le dos. Parfois même, ils allaient fumer un peu de drogue dans des fumoirs, histoire de se mettre en forme. Ils revenaient de ces fumoirs les yeux rouges et le regard mauvais. L'argent que Zé Papara et sa bande dépensaient ainsi était celui d'honnêtes citoyens qui se rendaient au travail tôt le matin et en revenaient épuisés la nuit. Zé Papara et sa bande n'avaient aucune espèce de pitié pour ces honnêtes et pauvres citoyens qui se fatiguaient à faire bouillir la marmite familiale avec leurs modestes moyens. Ils les arrêtaient et les dépouillaient sans état d'âme de tout ce qu'ils possédaient en pointant la lame de leur couteau sur la gorge des pauvres gens. De toutes les façons, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient drogués comme ils étaient. Les habitants du quartier de Zé Papara s'étaient donné le mot et dès 18 heures, ils évitaient de passer dans les endroits où ce dernier et ses amis les attendaient généralement. Lorsqu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils n'avaient faim, les loubas se rendaient dans des kiosques, ces bicoques où des travailleurs immigrés cuisinaient des plats de spaghettis, de petits pois précuits ou autres aliments rapides à cuisiner. Ils commandaient à manger et consommaient sans payer. Les tenanciers des kiosques qui avaient peur d'eux n'osaient pas réclamer leurs sous et leur souriaient en leur maudissant intérieurement. Voyant leurs sources de revenus tarir puisqu'ils n'arrivaient plus à dépouiller les habitants du quartier qui les évitaient, Zé Papara et sa bande s'adonnaient à des braquages. Ils dévalisaient les chauffeurs de taxi qui avaient le malheur de traverser les ruelles de leur quartier à une heure tardive. Ils faisaient semblant de se rendre quelque part, arrêtaient le taxi puis dépouillaient le chauffeur en prenant toute la recette du jour, parfois avec violence. Ils braquaient également des boutiques et emportaient la recette des commerçants qui les maudissaient également de toute leur force. Une fois, ils avaient braqué une pharmacie située non loin d'une clinique. Un monsieur venu accompagner un malade les avait vus et avait tout de suite appelé la police à partir de son téléphone portable. Mais les policiers, au lieu d'accourir pour arrêter les braqueurs, avaient d'abord demandé combien de braqueurs étaient présents sur les lieux. Ce à quoi le monsieur ne pouvait répondre. D'abord, parce que la scène ne se déroulait pas tout près de lui, et puis, il n'allait tout de même pas aller compter le nombre de braqueurs alors qu'il voyait des fusils pointés sur les employés de la pharmacie. Comprenant que leur question n'était pas très intelligente, les policiers demandaient l'heure à laquelle le braquage avait commencé et si les braqueurs étaient équipés, s'ils avaient une voiture et si le moteur était en marche avec un chauffeur au volant. Visiblement, ces policiers n'avaient vraiment pas l'intention de se déplacer. Ahuri, le monsieur qui avait appelé ne savait quoi répondre. Il ne s'attendait pas à subir un interrogatoire alors qu'il signalait un braquage. Finalement, les policiers lui avaient dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y avait pas de carburant dans leur voiture. Ainsi, avait-il passé une dizaine de minutes au téléphone avec des policiers qui cherchaient à cacher leur peur. Car c'était bien parce qu'ils n'osaient pas affronter les braqueurs que les policiers posaient toutes ces questions sordide. Ils avaient peut-être peur des balles perdues, mais ils devaient aussi avoir à l'esprit qu'ils avaient choisi un métier risqué et que c'était les risques du métier. Zé Papara et sa bande comptaient sur ce genre de policiers pour continuer de commettre les méfaits en toute impunité. Tant qu'il y aurait des policiers aussi peureux, les braquages auraient encore de beaux jours devant eux. Cependant, les gros bras craignaient la police judiciaire qu'ils appelaient craintivement PJ. En effet, la police judiciaire est aussi téméraire que les braqueurs et elle à la gâchette facile à ce qu'il paraît. Les braqueurs priaient toujours pour ne pas tomber sur la police judiciaire au cours de leur opération car ils ne savaient pas s'ils ressortiraient vivants d'un affrontement avec elle. Mais Dieu n'écoutait pas toujours leurs prières. Une autre fois où Zé Papara et sa bande étaient en train de braquer un magasin, la lettre avait été donnée et les policiers de la PJ étaient vite arrivés sur les lieux. Une fois sur place, les policiers avaient poursuivi l'un d'eux et l'avaient abattu après une sommation.
Cela faisait un malfrat en moins, le pays s'en porterait mieux, pensait le policier qui venait d'abattre le bandit. D'autres collègues policiers avaient pu mettre la main sur 2 d'entre les loupards, ainsi qu'une de leurs copines métisses. Une fois en prison, on avait entendu dire que cette dernière attisait toutes les convoitises. Tous les hommes, aussi bien les gardiens de prison que les prisonniers eux-mêmes, avaient les yeux sur elle et la désiraient sans même le cacher. Ils bavaient en la voyant derrière les barreaux. Mieux vaut ne pas imaginer ce qui avait pu arriver à cette jeune fille à l'époque. Quelle idée pour une jeune fille de participer à un braquage. Zepapara et ses 2 autres amis avaient réussi à s'enfuir. De retour dans leur quartier, Zepapara et ses 2 amis avaient préféré se tenir tranquilles dans un premier temps. Ils voulaient retrouver leurs esprits car ils venaient quand même de perdre un ami. Puis, ils avaient recommencé à semer la terreur autour d'eux. Leur dernière trouvaille pour gagner de l'argent avait été de se proclamer surveillants du quartier. Comme des personnes sérieuses et dignes de confiance, ils étaient passés dans chaque domicile et avaient expliqué aux habitants que, désormais, ils se proposaient de surveiller le quartier et le défendre contre les voleurs et autres braqueurs. En contrepartie, chaque fin du mois, chaque famille devait leur remettre la somme de 2000 francs. Les habitants savaient que s'il y avait des vols et autres braquages dans ce quartier, c'était bien Zepapara et les siens qui en étaient les auteurs. Mais s'ils refusaient de leur remettre ces sommes chaque fin de mois, ils étaient à craindre qu'ils deviennent une véritable cible pour ces brigands. Pour avoir la paix, chaque famille s'engagea donc à donner la somme de 2000 francs à la nouvelle brigade anti-vol autoproclamée. D'un autre côté, Zepapara et les siens avaient également repris les braquages. C'était leur manière à eux de gagner leur vie. Les braquages faisaient maintenant partie de leurs habitudes. Chasser le naturel, il revient au galop. Sylvie était une jeune fille qui venait d'emménager dans le quartier de Zepapara et de ses amis. Elle y vivait avec ses parents, tous 2 à la retraite. Sylvie était leur unique fille et ils ne l'avaient pas eue très jeune. Elle n'avait que 20 ans. Sylvie était aussi sèche qu'une araigne et aussi plate qu'une planche à repasser. Elle n'avait aucun charme, mais semblait très sportive. Elle avait des bras aussi musclés que ceux de Madonna et semblait être une fille de caractère. Zepapara et sa bande avaient remarqué Sylvie. Le quartier était comme un gros village. Tout le monde connaissait tout le monde et dès qu'il y avait un nouveau venu, on l'apprenait tout de suite. Il l'avait vu aller à l'école un de ces matins où il s'entraînait sur le terrain de gymnastique en plein air. Avec ses cheveux courts, ses ongles courts et ses manières de faire, Sylvie ressemblait à un véritable garçon manqué. Une autre fois, Zepapara l'avait revu alors qu'il était en train de siroter une bière avec ses éternels amis. Et simplement parce qu'il avait décidé, parce qu'il avait envie de faire du mal à quelqu'un, il fomentait un plan pour violer Sylvie. Comme elle venait d'arriver dans la commune, il fallait lui montrer qui était le chef de ce bled. Peu importe son physique, même si elle ressemblait à une guenon, ce n'était pas le plus important. Elle devait être mise au parfum de ce qui se passe dans le quartier. Il décidait alors de la guetter. Ce soir-là, Sylvie revient de l'école vers 19h. Comme elle ignorait le règlement interne du quartier, elle passa dans ce couloir de plus que plus personne ne fréquentait à partir de 18h, de peur d'y rencontrer Zepapara et sa bande. Lorsque Sylvie arriva au milieu du fameux couloir à 3 loupards, Zepapara en tête surgit de nulle part. Ils attendaient Sylvie dans l'obscurité car ils se doutaient bien qu'elle passerait par là parce que ce chemin était un raccourci. Ils entouraient Sylvie et lui demandèrent où elle allait ainsi. Pressée qu'elle était. Sans aucune peur dans la voix, Sylvie leur répondit qu'elle rentrait chez elle. Alors, Zepapara vint lui mettre son index sur la poitrine, la poussa en arrière et lui demanda si elle savait qui il était. Si elle ne le savait pas, ce serait dommage, mais ils allaient très vite faire connaissance car ses amis et lui allaient la violer. À cette évocation, Sylvie ne perdit pas son calme. Au lieu de chercher à s'enfuir ou de chercher de l'aide en criant, comme l'aurait fait toute fille ordinaire, Sylvie fit quelques pas en arrière et poussa violemment le loupard qui se trouvait derrière elle en lui administrant un coup avec le plat de la main. C'est que Sylvie était ceinture noire de taekwondo. Celui qu'elle venait de pousser contre le mur manqua de tomber et tous s'étonnaient de la force que cette jeune fille, sèche comme un araigne, avait dans leurs bras.
Sylvie déposa alors son sac à terre, retira elle-même sa jupe et découvrit une espèce de culotte moulante de couleur noire. Sous les yeux étonnés des loupards, elle se mit à faire des échauffements, fit de grands écarts en se tenant le genou exactement comme eux-mêmes le faisaient chaque matin. Après quelques secondes d'échauffement, Sylvie déclara à Zépapara qu'elle n'attendait que ce genre d'occasion car elle était une nymphomane, une croqueuse d'hommes. Oui, Sylvie faisait partie de cette catégorie de femmes qui adorent les hommes. Elle appartenait à cette catégorie de femmes qui ne peuvent être satisfaites que par plusieurs hommes, soit en même temps, soit à la chaîne, l'un à la suite de l'autre. De plus, elle aimait la brutalité. Elle n'avait donc pas peur d'être violée. Elle avait même des préservatifs sur elle. Ce viol que Zépapara projetait était vraiment une occasion en or. Les loupards se jetaient des coups d'œil horrifiés. Ils n'avaient jamais entendu ce genre de discours de la bouche d'une femme. Comment une femme pouvait-elle rechercher le viol? Comment une jeune fille de cette constitution pouvait ne pas être effrayée par la carrure de ces loupards? En outre, le viol n'est intéressant que lorsque la victime se débat, que lorsqu'il y a violence. Y avait-il encore viol s'il y avait consentement et même invitation de la victime? Dans ce genre de situation, le viol perdait toute sa saveur. Elle n'était plus du tout intéressant. Il n'était plus du tout intéressant. Zépapara et ses deux compères ont conclu qu'il ne fallait pas toucher à cette fille qui pourrait s'avérer dangereuse pour eux car elle était capable de les humilier. Ils avaient maintenant plutôt peur d'elle. Sylvie, qui avait fini ses échauffements depuis quelque temps, attendait ses éventuels violeurs. Elle répéta son invitation au viol. Mais comme il fallait s'y attendre, Zépapara et ses acolytes préféraient s'enfuir. Ainsi s'achève notre histoire. Je vous dis à très bientôt. Bye!